Les années passent vite, les élections se suivent et ne se ressemblent pas. En ce qui me concerne, j'ai apprécié les 2 mandats passés au sein de cette Assemblée. Même si nous ne partageons pas les mêmes sensibilités, je dois dire que les relations humaines entre nous ont toujours été correctes et empreintes de respect mutuel. Je dirais même que dans les commissions dont j'ai eu la charge, elles ont été plutôt sincères et courtoises. J'espère qu'il en sera de même au cours de cette nouvelle mandature. J'en profite pour remercier les services avec qui j'ai pu travailler pour leur implication et leur disponibilité. Bien évidemment, nos relations ne s'arrêtent pas aujourd'hui. J'arrête là cette brève intervention afin de poursuivre l'ordre du jour de notre séance. Nous allons donc maintenant passer à l'élection du nouveau président de notre Assemblée. Je demande donc s'il y a des candidats. Oui, Monsieur Cavaille. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous annonce que je suis candidat à la présidence du Conseil départemental. Avant d'enregistrer votre candidature, je vais demander à M. Louis de venir me rejoindre. C'est le Benjamin de l'Assemblée. Merci. Voilà. Le secrétariat. Voilà. Donc, j'enregistre la candidature de M. Kouaï. Oui, oui. Je passe la parole maintenant à Michael Chevalier. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, comme on le dit souvent en politique, il faut pouvoir se compter. Et donc, je souhaiterais présenter la candidature de Monsieur Romain Boutron. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Très bien, merci. Il n'y a donc pas d'autres candidats. Nous allons donc procéder au vote. Vous avez les documents sur la table devant vous. Le mien doit être resté là-bas d'ailleurs. Donc on va chercher notre bulletin pour pouvoir... Bien, donc je vais procéder à l'appel comme je l'ai fait tout à l'heure dans l'ordre alphabétique. Chacun viendra avec son enveloppe déposer l'enveloppe dans l'urne. Aleno Vincent. À voter. Balé Mizrahi Brigitte. À voter. Beunier Jean-Marie.
À voter. Bernard Cinderella. Je vais un peu vite. À voter. Boulanger Béatrice. À voter. Boutron Romain. À voter. Cadudal Véronique. À voter. Carfantan Jean-René. À voter. Chevalier Michael. À voter. Kouaï Christian. À voter. Couette André. Cotin Marie-Christine. À voter. Dogan Michel. De Graine René. Déjoué Jean-Marc. À voter. Desbois Michel. À voter. Drognou Marie-Louise. À voter. Fercoq Marie-Josée. À voter. Gaspaillard Damien. Gorée-Chapelle Isabelle. À voter. Gourenec Pierrick.
À voter. Gouillette, Ludovic. Guéguin, Alain. À voter. Guigui de la Roche, Cécilia. À voter. Guillaume, Céline. À voter. Guillaume, Marianique. À voter. Amaillon, Denis. À voter. Kervaron, Patrice. À voter. L'anglais, Nadège. À voter. L'échelard, Nadine. À voter. Le Couster, Béatrice. À voter. Lu, Hervé. À voter. Léon Herven. À voter. Louis Guillaume. À voter. Mesley, Solène. À voter. Mets-toi le bras, Christine. À voter. Nowak, Nathalie. À voter. Aurin Grosvalet, Christine.
À voter. Orveillon Thierry. À voter. Pagny Gilles. À voter. Pasquier Anne-Marie. À voter. Pélan Martine. À voter. Philippe Joël. À voter. Prideau Pascal. À voter. Robert. À voter. Routier Gaël. À voter. Rumiano Valérie. À voter. Salou Le Guen Nadine. À voter. Sangero Théo Juliana. À voter. Ségoni Graziella. À voter. Simelière Thierry. À voter. Thomas Lisa. À voter. Travers Leroux Nathalie. À voter. Lyon Didier. À voter. Je suppose n'avoir oublié personne par rapport à la liste que j'avais. Donc il doit y avoir 54 bulletins logiquement. Nous allons donc prendre l'urne ici, dépouiller, procéder au dépouillement, et on vous donnera le résultat au fur et à mesure. Vous pourrez le noter de votre côté.
10. Donc nous avons bien 24 enveloppes. 54. Attends pour moi. Bon. Toi, tu as une feuille là-bas pour pointer. J'ouvre, j'annonce. Puis tu pointes, voilà. Romain Boutron. Christian Coye. Christian Coye. Romain Boutron. Christian Coye. Christian Coye. Coye. Boutron Romain. Romain Boutron. Coye Christian. Romain Boutron. Christian Coye. Christian Coye. Christian Coye. Christian Coye. Christian Coye. Romain Boutron. Christian Coye. Christian Coye. Christian Coye.
Christian Coy. Monsieur Coy. Christian Coy. Christian Coy. Christian Coy. Coy. Christian Coy. Coy Christian. Christian Coy. Christian Coy. Christian Coy. Romain Boutron. Coy Christian. Christian Coy. Romain Boutron. Coy Christian. Christian Coy. 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 Romain Boutron. Christian Coy. Christian Coy. Romain Boutron. Boutron. Romain Boutron. Romain Boutron. Romain Boutron. Christian Coy. Romain Boutron. Et la dernière,
Romain Boutron. Alors. Donc, ont obtenu Christian Coy, 38, Romain Boutron, 16. Monsieur Christian Coy est donc élu président du conseil départemental. Je lui laisse ma place et le félicite. Merci. Voilà. C'est cela qui crée le charme de ces élections. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, au moment de prendre mes fonctions, je souhaite avoir une attention particulière pour Madame Pascale Delaporte, agente au sein de la Maison des départements de Saint-Brieuc, qui vient de perdre son fils de 27 ans dans un tragique accident à Ploumanac. Je pense également à la famille de Madame Delaporte, ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues de la MDD. À présent, et sans transition, je voudrais maintenant remercier Michel Degan, doyen de notre Assemblée et président de séance, pour son allocution. Je voudrais vous accueillir toutes et tous dans cet hémicycle à l'hôtel du département à l'occasion de cette séance d'installation. C'est une assemblée largement renouvelée que nous accueillons avec 33 nouveaux conseillers départementaux sur un total de 54 élus. Je nous souhaite beaucoup de débats intéressants dans le respect mutuel de chacun. C'est avec une satisfaction mesurée que j'accède à la présidence du Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Un sentiment de joie et de fierté me traverse, bien sûr, au vu des résultats obtenus, grâce au travail accompli avec la gauche unie au sein de la plateforme départementale. Mais si je mesure l'ampleur de la tâche de présider un département, c'est la gravité de notre situation démocratique, avec cette abstention inédite, qui atténue quelque peu ma satisfaction.
Son ampleur appelle de notre part une modestie certaine. Elle implique, pour toutes les forces démocratiques et républicaines, une nécessaire introspection qui doit déboucher sur un travail de réflexion et des propositions de nature à provoquer un sursaut citoyen. Car si la crise sanitaire peut expliquer une partie de l'abstention, le mal est bien plus profond. Se pose ainsi la question du rapport à l'intérêt général des citoyens. Être citoyen, ce n'est pas seulement une liste de droits. Être citoyen, c'est aussi des devoirs. Être citoyen, c'est se préoccuper de son environnement, de la société dans laquelle nous vivons, de la planète que nous laisserons à nos enfants. Saluons à cet égard l'engagement de nos maires, élus, assesseurs, scrutateurs, agents du service public, qui ont permis la tenue de ce double scrutin, avec parfois une organisation délicate, surtout avec le passage du Tour de France, dans un contexte où l'engagement citoyen n'apparaît pas très populaire. Saluons aussi l'engagement des candidates et candidats qui n'ont pas été élus, malgré leurs sacrifices personnels et familiaux. S'il est une bonne nouvelle dans cette période électorale, c'est à mes yeux la baisse de l'extrême droite, qui nous incite à travailler collectivement, majorité et opposition, à faire en sorte, à notre échelle, que l'extrême droite reste contenue. Je parlais à l'instant de l'opposition. Je pense en effet que son rôle est très important. Elle est l'alternative, car s'il n'y a pas d'opposition républicaine, l'alternative se trouve dans les extrêmes. Et c'est la démocratie qui est alors en danger. Je veux saluer à cet égard Alain Cadec et Romain Boutron, mes deux prédécesseurs immédiats. Je sais à quel point la défaite peut être douloureuse. Je l'ai connue avec mes collègues de gauche en 2015. Je tiens donc ici à leur témoigner mon estime et à travers eux à saluer l'engagement de leurs collaborateurs ainsi que de toutes les militantes et les militants qui les ont soutenus. Nous n'avons pas les mêmes idées, mais nous nous sommes opposés par le passé. Nous continuerons à le faire à l'avenir, sans doute, mais nous partageons un même attachement pour la République. C'est l'essentiel. Je m'engage naturellement, par le dialogue, à garantir les droits de l'opposition durant ce mandat. S'il y a une opposition, c'est qu'il existe une majorité. Ainsi, la majorité des électrices et des électeurs qui se sont déplacés s'est reconnue dans le projet que nous avons porté avec la gauche unie. Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu cette victoire possible. Il nous faut désormais mettre en place les engagements pris devant les électeurs. Le besoin d'un service public de qualité est ainsi ressorti avec force. Le besoin de justice sociale aussi, ainsi que l'impérieuse nécessité d'une transition écologique à la hauteur de la situation. Le Conseil départemental est la collectivité des solidarités, celle qui accompagne les costarmoricaines et les costarmoricains de leur naissance jusqu'à leur vieillesse. Le défi qui nous attend est difficile. Nous avons été élus pour promouvoir une autre vision du service public. Et je pense tout particulièrement à la protection de l'enfance, avec un appel à projet qui a été lancé par nos prédécesseurs il y a quelques mois pour confier 500 mesures éducatives au secteur privé. Ce qui, je le précise, ne correspondait pas à notre vision du projet. Conformément à nos promesses de campagne, je vous informe donc que nous allons mettre en œuvre
cette première décision. En effet, j'ai décidé de maintenir la totalité des mesures éducatives dans le service public. Le projet en cours est donc abandonné. À cette décision s'ajoute celle de faire un état des lieux. Pas un audit à charge à 150 000 € comme celui de 2015, mais un état des lieux en interne sur quelques points précis. Les finances, par exemple, pour établir une fois pour toutes les choses sur la situation présumée délicate à l'arrivée de nos prédécesseurs. Ou encore la situation des services à domicile, confiés en partie au privé lucratif, comme celui de Tigicourt à Plouaret, et qui en a profité pour amorcer un projet de fusion en éjectant les acteurs locaux. La justice vient d'ailleurs de suspendre ce projet en nommant un administrateur provisoire. Sur ce sujet, nous compléterons le bilan des SAD effectué l'an dernier à notre demande par une analyse financière des structures concernées avec une vision prospective nécessaire. D'autres points, non connus à ce jour, pourront se rajouter à cet état des lieux. Au titre de la compétence solidarité, avec la crise sanitaire qui provoque une crise économique et sociale, l'action du département sera déterminante en matière d'insertion et pour aider nos jeunes d'une manière générale. Nous expérimenterons à cet égard la mise en place d'un filet de sécurité pour les 18-25 ans. L'accompagnement psychologique sera aussi un axe d'action, ainsi que celui des personnes en situation de handicap. Avec le Pépi Boom qui s'annonce, l'organisation de l'accompagnement de nos aînés va devoir s'adapter en conséquence. Un plan senior a été annoncé il y a quelques mois par la majorité précédente. Il ne s'agira pas pour nous de le démanteler, mais de l'amender pour l'infléchir dans notre sens, avec une réflexion à engager, par exemple, sur un village Alzheimer, comme il en existe dans le département des Landes. Il s'agit clairement de promouvoir le bien vieillir en Côte d'Armor. Autre domaine dans lequel le Conseil départemental est attendu, la réfection des routes, avec un effort plus soutenu, tout en veillant à la qualité de la structure de la chaussée pour plus de sécurité. Un plan pluriannuel des investissements routiers sera d'ailleurs lancé afin de donner aux collectivités locales une visibilité sur notre action en la matière, afin qu'elles s'organisent en conséquence. C'est un outil important pour la lisibilité de l'action publique. Nous engagerons dans ce cadre un schéma vélo-route pour donner une nouvelle dynamique en faveur des mobilités douces sur les axes départementaux. C'est une nécessité. Le GIEC, ce collectif d'experts de l'ONU sur le climat, vient de sortir un nouveau document alarmant. Il rappelle une évidence, la planète pourra s'adapter au changement climatique. L'humain, non. Il est donc impératif pour notre survie même de limiter à 1,5 degré, voire 2 degrés, le réchauffement climatique, sous peine de subir des retombées cataclysmiques. La compétence environnementale ne revient pas au département, mais nous disposons tout de même de moyens d'action. Nous venons d'évoquer les routes. Nous pouvons agir aussi via la protection des espaces naturels sensibles, celle des forêts appartenant au département et via les bâtiments départementaux. Nous lancerons ainsi un plan pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments départementaux, car l'énergie la plus verte est celle qui n'est pas consommée. Ce sera un axe fort que l'on impulsera au sein de Terre d'Armor Habitat,
rendant concrète la conciliation entre les combats sociaux et écologiques. La culture et le sport seront essentiels dans notre politique. Le confinement a montré l'importance de la culture comme outil de stimulation, de divertissement, de réflexion, tout comme le sport pour les équilibres de la vie, l'épanouissement collectif et la santé. Ces politiques publiques feront donc l'objet d'une attention particulière, ce qui me permet de saluer l'organisation du Tour de France par les services du département. Quelle belle réussite pour les Costarmoricains. Je m'arrêterai ici pour ne pas sombrer dans un discours catalogue. Une chose est certaine, rien ne sera facile. Les départements sont confrontés à la question de la stabilité de leurs moyens. Avec la suppression du pouvoir de taux sur la fiscalité, les recettes sont basées sur l'activité économique, donc très fluctuantes, face à des dépenses sociales rigides et en croissance. Une clause de sauvegarde des droits de mutation s'avère donc indispensable pour exercer les compétences et éviter qu'un retournement de conjoncture ne fragilise les départements. J'ai cru comprendre qu'une réflexion était en cours au sommet de l'État sur le sujet, et c'est tant mieux. Mesdames et messieurs, je voudrais, en cet instant, revenir à quelque chose de plus personnel. Je n'avais pas prévu, dans mon plan de carrière, il y a 3 ans, de devenir président du groupe socialiste et républicain. Je n'avais pas prévu non plus, il y a quelques mois, celui de devenir votre président. Simplement, à chaque fois, je me suis dit que c'était de ma responsabilité d'y aller, compte tenu du contexte du moment, et des sollicitations dont je faisais l'objet. J'ai bien conscience de la responsabilité qui est la mienne. Cette responsabilité m'honore et bien sûr m'oblige. Et si à un moment j'ai pu compter sur vous, vous pouvez aujourd'hui compter sur moi pour servir le département et ses agents, que je remercie d'ailleurs de leur engagement au quotidien. Sur le plan familial, je remercie mon épouse Laurence de m'avoir permis de réaliser tout cela en acceptant mes absences. Elle est présente aujourd'hui avec une partie de ma famille, mes enfants, Manu et Nono, ma belle-fille Aurore et mon petit-fils Enzo, car mon beau-fils Damien et son fils Nolwenn, ainsi que mes 4 autres petits-enfants, Lilou et Yoni, Calice et Cléa, école oblige, ne peuvent être parmi nous, mais ils le savent. Ils comptent énormément pour moi. Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour 2 personnes qui ont compté dans l'histoire du département des Côtes-d'Armor. Charles Josselin, tout d'abord, qui a présidé le Conseil général durant 21 années, qui l'a placé en haut, à gauche, qui a défendu aussi les couleurs costarmoricaines au sein du gouvernement et à l'Assemblée nationale. Claudine Breton, ensuite, qu'il a également présidé, ainsi que l'Assemblée des départements de France. Nous tâcherons d'être à la hauteur de leur exemple et des politiques de solidarité qui ont été impulsées dans le département des Côtes-d'Armor. Si l'heure est grave pour notre démocratie, nous devons tout donner à notre échelle pour préserver notre pacte républicain. Nous avons 6 années devant nous. Puisse-t-elle être salvatrice pour les Côtes-d'Armor, pour la Bretagne, pour notre République. Je vous remercie toutes et tous. Il y a quelques personnes dans la salle dont je suis sûr qu'ils ne sont pas contents
si je ne vous dis pas quelques mots en breton. Et donc, je voulais vous dire tout simplement, Bémam au présidente Le Breton, à Broma, so au présidente à Gonta Brezondek. Traduction, et c'est un clin d'œil à Claudie, nous avons eu un président Le Breton, et maintenant nous avons un président qui parle le breton. Merci à tous. Je ne sais pas. C'est bon? Oui, vous m'entendez? Très bien. Alors, nous allons poursuivre donc par une délibération, la délibération 1-2, que vous avez dans votre document concernant la séance d'installation et qui concerne la composition de la commission permanente. En application de l'article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales, aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre de vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Le nombre de sièges de la commission permanente, présidée de droit par le président du conseil départemental, comprend de 4 à 15 vice-présidents et un ou plusieurs autres membres. Les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est retenu que l'ordre de la ou des listes déposées est organisé de la façon suivante. Les vice-présidents par ordre de rang, les autres membres de la commission permanente par ordre alphabétique, en alternant le sexe féminin et masculin. Je vous propose donc de fixer le nombre de membres comme suit. 12, tel est le nombre de vice-présidents. 3, le nombre de conseillers délégués. Et 38, le nombre des autres membres de la commission permanente. C'est-à-dire que tous les élus sont membres de la commission permanente. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, à l'unanimité, donc, la composition de la commission permanente est celle que je viens de vous décrire. Nous allons ensuite passer à la délibération 1-3. Cette délibération concerne l'élection des membres de la commission permanente. En vertu de l'article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales, les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste. Le nom du président ne figure pas sur la liste puisqu'il préside de droit cette instance. Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente, c'est-à-dire à partir de maintenant. Si à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée pour pourvoir à chaque poste de la commission permanente, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller départemental ou groupe de conseillers départementaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai suvisé. Et donc, je vous indique que nous prendrons connaissance donc, des listes déposées à l'ouverture de notre session cet après-midi, à la reprise de la séance plutôt, et que nous voterons la délibération à ce moment-là. Alors, on a pris un peu d'avance, je vois, avec l'ordre du jour. Oui. Donc, comme on a pris un peu d'avance, nous allons faire une suspension de séance. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire la photo de groupe entre-temps, avant d'aller manger, et puis aussi demander aux conseillers départementaux ou conseillères départementales qui ne se sont pas encore fait photographier, de bien vouloir s'y rendre pendant ce laps de temps. Je vous remercie de votre attention et à 14 h donc pour la reprise de la séance. Oui. Je vous propose de reprendre notre séance, puisque vous savez qu'on avait une suspension de séance par rapport à l'élection des membres de la commission permanente. Et à ce stade, donc, il y avait 1 heure donc, pour déposer d'autres listes. Nous n'avons pas eu de dépôt d'autres listes, mais je vois que Michael Chevalier souhaite prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on convient que la liste qui est soumise nous apporte satisfaction, mais c'est sur un autre point que je souhaitais intervenir. Outre le fait que vous ne nous ayez pas proposé de dire quelques mots ce matin, après votre discours d'introduction, ce qui, en termes de bienséance républicaine, aurait pu se faire et qui avait d'ailleurs été fait il y a 6 ans. Donc voilà, je dois regretter cette non-proposition. Mais ce qui m'a le plus choqué, je vous en ai fait part ce midi, c'est le comportement, enfin en tout cas la manière dont s'est déroulé le déjeuner de ce midi. Je dirais que vous commencez, Monsieur le Président, bien mal votre mandat en donnant une piètre image, Monsieur le Président. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit l'adage. Vous l'illustrez parfaitement aujourd'hui. Après nous avoir vanté dans votre discours d'intronisation la politique d'accompagnement social que vous souhaitiez défendre, que faites-vous? Vous invitez à déjeuner, aux frais du contribuable, vos plus fidèles supporters de campagne. Monsieur Corret, Monsieur Le Breton, Kerdraon, L'Écuyer, Monsieur Guillard, Madame Nicolas d'ailleurs, j'ai été surpris de la voir parce que j'ai vu d'autres conseillers départementaux qui ne sont pas représentés déjeuner, eux, en ville ce midi. En fait, c'est de la politique d'accompagnement des socialistes que vous auriez dû parler ce matin. Pourquoi eux? À quel titre? Parce que c'est l'élite? Mais c'est d'un autre âge, ça, Monsieur le Président. C'est d'un autre âge. On s'est demandé ce matin, vous l'avez vous-même posé la question, pourquoi les électeurs se désintéressent de la politique? Mais ce sont pour des symboles comme ceux-là, Monsieur le Président. C'est inadmissible. Jamais nous serions permis ce genre de choses à notre égard. Le restaurant du département, Monsieur le Président, n'est pas le restaurant des Amis de la Gauche. Je crois que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous demande que ces frais de bouche soient pris en charge par vos soins. Il n'y a pas de raison que ce soit le budget du département qui prenne ces dépenses en charge. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Monsieur Chevalier. Vous commencez bien mal, je trouve. Votre action à la tête de l'opposition, certainement que vous avez la défaite amère, mais en ce qui vous concerne, Monsieur Chevalier, nous n'avons pas de leçon à recevoir de vous. Vous avez fait comme vous avez voulu dans ce domaine-là. Nous n'avons jamais été vous interpeller sur ce sujet-là. La deuxième chose, monsieur, si vous permettez que je vous réponde, je vous ai écouté avec attention. La deuxième chose, c'est que monsieur Alain Cadec
ancien président du département, était notre invité aujourd'hui, alors qu'il n'est plus élu départemental. Ce que je trouve, moi, très républicain. Et je ne vois pas où est la difficulté d'avoir quelques invités personnels lors de l'installation du conseil départemental. Et je vais vous le dire d'ailleurs très clairement, ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira pas. C'était un moment particulier et, comment dire, je pense que les uns et les autres ici étaient heureux de se retrouver, que le président ait quelques invités personnels, si ça vous choque, c'est dommage. Moi, je n'ai jamais empêché le président Cadec d'en avoir. Peut-être en est élu, ça me gêne pas. Et en ce qui concerne cette affaire, puisque vous en faites une affaire, je trouve ça très médiocre. D'ailleurs, je vous dis entre parenthèses, parce que je pense qu'on peut avoir un peu plus que ça de hauteur de vue. Mais moi, je m'engage, monsieur, comment dirais-je, Chevalier, à porter ce sujet-là lors de la prochaine conférence des présidents, et nous définirons ensemble les règles qui vont, comment dirais-je, avoir cours pendant toute la durée du mandat. Comme ça, il n'y aura pas de polémique. J'espère, et je pense ainsi répondre à votre préoccupation. Maintenant, plus sérieusement, si vous me le permettez, nous allons reprendre l'ordre du jour de notre séance d'installation. Avec le projet de délibération, donc 1.3, qui court sur l'élection des membres de la commission permanente. Donc, ce que je vous propose, donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3122-4 et L 3122-5, vu la liste unique des membres de la commission permanente déposée auprès de M. Christian Coy, donc en tant que président du conseil départemental, et ce, dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente, considérant que la liste énumère le nom des vice-présidents par ordre de rang, suivi de ceux des conseillers délégués, puis ceux des autres membres de la commission permanente par ordre alphabétique et alternant le sexe féminin et masculin. Donc, je vous propose d'élire les membres de la commission permanente nommés pour la même durée de mandat que le président du conseil départemental, avec l'ordre donc qui est déterminé, 12 vice-présidents dans un premier temps. Donc, il s'agit, et ça s'affiche donc sur les écrans, il s'agit de Jean-Marie Beignet, premier vice-président, Véronique Catudal, donc deuxième vice-présidente, Vincent Aleno, troisième vice-président, Cinderella Bernard, quatrième vice-présidente, Patrice Kervaon, cinquième vice-président, Solène Mellet, sixième vice-présidente, Jean-René Kerfontan, ensuite Christine Aurin-Grosvalet, Ludovic Gouillette, Gaël Routier, André Cointe et la 12e vice-présidente, Nathalie Travers-Leroux, avec les attributions telles qu'elles vous ont été précisées sur le document qui vous a été fourni. Et puis, donc, 3 conseillers délégués, en la personne de Madame Nathalie Novak, conseiller délégué à l'environnement, Monsieur Didier Yon, conseiller délégué à l'agriculture, et Madame Juliana San-Geroteo, conseillère déléguée à l'enseignement supérieur et la recherche. Et les 38 autres membres, donc classés par ordre alphabétique, font également partie de la commission permanente. Je pense qu'il n'est pas utile que je déroule la liste des personnes concernées, puisque j'ai dit ce matin que tout le monde ferait partie de la commission permanente, ce qui était le cas d'ailleurs dans le mandat précédent. Donc voilà. Y a-t-il des observations? Donc je soumets au vote cette délibération 1.3. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette commission permanente est élue, les membres de la commission permanente sont élus à l'unanimité. Nous passons ensuite à la délibération 1.4, donc relative aux délégations du président. Et vu le Code donc, général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-2, L
3221-10-1, L 3221-11, L 3221-12, L 3221-12-1. Donc, ce qui est proposé, c'est de donner délégation au président du conseil départemental pour la durée de son mandat sur les délégations qui sont détaillées en annexe, et vous avez eu toutes les annexes concernées. Il n'y a pas de modification d'ailleurs par rapport à ce qui se pratiquait antérieurement. Avez-vous des observations? Pas d'observation, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons ensuite au projet de délibération 1.5. Donc cette délibération concerne les délégations, cette fois la commission permanente. Et donc là aussi, il est proposé, selon l'article L 3211-2, de déléguer à la commission permanente les attributions du conseil départemental, à l'exception de celles visées aux articles L 3312-1, L 1612-12, L 1612-15, qui portent sur l'adoption du budget et des comptes, l'arrêté des comptes, la transmission du compte administratif aux représentants de l'État, l'adoption des mesures de redressement en cas d'exécution en déficit du budget et de l'inscription au budget des dépenses obligatoires. Et il est proposé de prendre acte de la portée de cette délégation, que la portée de cette délégation ne dessaisit pas le conseil départemental de ses attributions. Voilà, donc pour ce projet de délibération 1-5. Y a-t-il là aussi des observations? Il n'y a pas de changement non plus par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc, si vous n'avez pas d'observation, pareil, je mets cette délibération-là aux voix. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité également. Nous passons au projet de délibération 1-6. Donc, il s'agit des délégations de fonction au vice-président. Donc, là aussi, on considère que le président du conseil départemental délègue par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président. Et donc, il est proposé donc de prendre acte des délégations de fonctions attribuées au vice-président telles que détaillées ci-après. Donc, il s'agit de Jean-Marie Beignet, premier vice-président en charge des ressources humaines et du dialogue social, de Madame Véronique Cadudal, deuxième vice-présidente déléguée à l'autonomie, de M. Vincent Aleno, vice-président délégué aux finances, au numérique et aux contrats de territoire, de Mme Cinderella Bernard, quatrième vice-présidente déléguée à l'enfance-famille, de M. Patrice Kervaon, cinquième vice-président délégué à la culture et aux cultures de Bretagne, c'est-à-dire que ça recoupe le gallo et le breton, pour faire court. Solène Mellet, sixième vice-présidente à la vie associative aux relations internationales. Jean-René Carfanton, septième vice-président délégué à l'éducation et à l'éducation populaire. Christine Aurin-Grosvalet, huitième vice-présidente déléguée à l'insertion, à l'économie sociale et solidaire et à l'égalité femmes-hommes. Ludovic Gouillette, neuvième vice-président délégué à la jeunesse et au sport. Gaël Routier, dixième vice-président délégué au logement et à l'habitat. André Cointe, onzième vice-président délégué aux infrastructures et aux mobilités douces. Et Nathalie Travers-Leroux, 12e vice-présidente, déléguée au patrimoine immobilier et au tourisme. Donc il est précisé qu'on prend acte que le président du conseil départemental attribue par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président surnommé. Avez-vous des observations? Y a-t-il des votes contre? Abstention? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération 1.7 qui concerne la composition de la commission d'appel d'offres. Donc je précise avant de présenter cette délibération, puisque Michael Chevalier m'a interpellé sur cette question, de savoir combien il y avait de groupes au sein de cette assemblée. Donc Michael Chevalier m'a indiqué qu'il y avait un groupe de la droite et du centre.
Et en ce qui concerne les 38 autres membres, il y aura également un seul groupe qui, pour l'instant, s'appelle Groupe de la Gauche Unie. Nous verrons après s'il y a lieu de préciser les choses, mais c'est ainsi que les choses vont se présenter parce qu'il pouvait y avoir des incidences éventuelles sur la composition de la commission d'appel d'offres et de services publics. Donc voilà, je pense que les choses sont claires. Je préfère préciser ça avant de présenter la délibération. Donc, donc les membres titulaires, donc on va pouvoir peut-être les projeter, de cette commission d'appel d'offres, les membres suppléants. Donc seraient membres titulaires Monsieur le Président ou son représentant, c'est-à-dire Joël Philippe, Jean-Marc Desjouet, Nadine Le Guen, Martine Pellan, Thierry Orveillon et Michel Dogan. Et en ce qui concerne les membres suppléants, Ludovic Gouillette, Jean-Marie Beignet, Béatrice Lecouster, Damien Gapaillard, Isabelle Goré-Chapelle. Je vous propose d'adopter cette délibération, à moins qu'il y ait des problèmes particuliers. Il n'y en a pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Il nous reste la délibération 1-8 qui concerne la composition de la commission de délégation de services publics et l'élection de ses membres. Il vous est proposé, donc là, en tant que membre titulaire, merci. Alors, Monsieur le Président ou son représentant, il s'agit de Guillaume Louis, Nadège Langlais, Marie-Annick Guillou, Gilles Pagny, Lisa Thomas, Michel Dogan. Et en ce qui concerne les membres suppléants, Alain Guéguin, Denis Amaillon, Didier Yon, Nadine Leschlar et Isabelle Goré-Chapelle. Avez-vous des observations? Non, je n'en vois pas. Donc je soumets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Voilà, donc nous avons été très efficaces puisqu'on arrive au bout de cette séance d'installation. Nous aurons une séance de fonctionnement qui va se dérouler le 19 juillet à 14 h, où seront vus un certain nombre d'autres sujets. Ce que je souhaite vous dire, c'est que dans cet intervalle, vous allez avoir une liste de délégations qui va vous être communiquée et vous est demandé donc de vous positionner, soit en tant que titulaire, soit en tant que suppléant dans les différents organismes. Je dois lire la charte de l'élu. Oui, oui. C'est bien. Donc, vous êtes demandé de vous positionner, et s'il y a des arbitrages, on verra avec Michael Chevalier s'il y a des ajustements à faire. Mais dans un premier temps, faites part de vos souhaits. On peut partir de là déjà, et on verra ensuite s'il y a lieu de faire des ajustements. Je dois aussi vous lire, c'est une obligation désormais, la charte de l'élu local. L'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc cette charte de l'élu local comprend 7 articles. Le premier, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Et en général, quand ça arrive,
on demande à ne pas prendre part au vote quand on est concerné. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Le 5e point concerne dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Est-ce que quelqu'un a des observations particulières? Enfin, c'est une charte qui existe, que je porte à votre connaissance, tout simplement. Non? Pas d'observation particulière, cette fois, j'ai bien... Voilà. Abordé entièrement l'ordre du jour, donc je vous remercie de votre présence. Et il nous reste la photo de groupe à faire, donc elle va se faire immédiatement après, je sais pas, oui. On va faire la photo de groupe immédiatement après, sur le parvis, donc à l'entrée. Ce que je vous propose, c'est de vous y rendre immédiatement, comme ça, la photo va pouvoir se faire. Je vous remercie de votre attention, la séance est levée. Merci beaucoup.